けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんないないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままの Pain Trans Continue bien bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des légendes oubliées. Et comme le premier épisode était consacré à Eder Joffre, pour rester dans une certaine continuité, aujourd'hui je vais m'attarder sur le grand adversaire de Eder Joffre, Fighting Harada. Né le 5 avril 1943 à Setagaya dans la préfecture de Tokyo, Masahiko Harada s'initie à la boxe extrêmement tôt, mais vraiment très très tôt. Il commence sa carrière pro dès ses 16 ans en 1960 et il enchaîne très très vite beaucoup de combats. En à peine 2 ans, il a déjà eu 27 combats à son actif, dont 26 victoires et une seule défaite par décision partagée. Et donc tous ces succès lui amènent à sa première chance mondiale face à une légende en devenir de la catégorie des flyweight, Pong-King Petch. Jeune champion à l'époque qui règne sur la KT depuis déjà malgré tout 2 ans, qui avait pris son titre face à une légende de la KT qui était Pascual Pérez. Et donc, les deux adversaires se rencontrent dans la salle du Kokugiken à Tokyo. Et c'est un combat que vous pouvez trouver sur YouTube, ou au moins les highlights. Mais c'est un combat magnifique. Vraiment fantastique combat que je vous invite vraiment à voir. Et énorme combat, une vraie guerre qui démontre déjà le style qui justifie le surnom de Harada, Fighting. Un style tout en pression, un pressure fighter, certains pourraient même dire brawler, mais très raffiné. Un jab magnifique, que ce soit en avançant ou en reculant, il était capable d'avoir un gros travail du jab en reculant, et des crochets, droite et gauche, enfin, très précis, puissant, et on peut dire, d'une certaine façon, dévastateur. Il n'a pas beaucoup plus d'armes, il n'est pas complet, c'est pas un boxeur complet, il a une stratégie qui fonctionne. Parfois, il peut modifier légèrement cette stratégie, mais en soi, cette stratégie tourne toujours autour de son jab et de ses crochets. Mais sauf que son jab et ses crochets sont quasiment parfaits. Et bien sûr, en bon pressure fighter, il a le cardio, il a un cardio et il a un menton énormissime. Et sur ce premier combat, il met la pression d'entrée à Pong-King Petch. Et il lui fait mal pendant 11 rounds et finit par lui claquer un KO monstrueux au 11e round. Donc, prise de titre de WBA des flyweight qui a vraiment de la gueule. Et donc, gros combat face à un gros nom, mine de rien, qui ne pouvait pas être laissé sans revanche. Revanche qui adviendra seulement 3 mois plus tard, cette fois à Bangkok, sur les terres de Pong-King Petch,
Et là encore, enfin, là encore, un gros combat, mais là, qui, je crois, est aussi disponible sur YouTube, donc je vous invite aussi à regarder. Sauf que là, je vais un peu péter les plombs, parce que c'est une majority decision en faveur de Pumpkin Patch. Et je suis pas du tout d'accord avec cette décision. Pumpkin Patch fait un bon combat, c'est vrai. Il vient avec quelques ajustements pour bien tenir, sauf que la dynamique du combat, le scénario du combat quelque part, c'est exactement le même que dans le premier combat. Cette fois, il n'y a pas le gros KO au 11e, cette fois ça va à la décision. Mais sauf que avant le KO, il y avait eu plus de 10 rounds dominés par Arada. Et sauf que là, les 15 rounds, eh ben, c'est aussi dominé par Arada. Et non seulement une décision maison, on peut l'accepter. Je peux l'accepter sans souci. Sauf qu'il n'y a jamais eu de troisième combat. Et c'est pour ça que le Pumpkin Patch, qui est un grand champion à flyweight, pour moi ne peut pas prétendre à être à être un des plus grands flyweight de l'histoire et ne peut difficilement prétendre au Hall of Fame. C'est parce que oui, il a toujours repris ses titres, sauf qu'il n'a jamais accordé les rubber matchs. Sauf que même plus tard, on le verra, quand il aura de grosses défaites, il les vengera, mais il y aura jamais la trilogie pour montrer que oui, il a battu clairement ces mecs. Et c'est déjà le cas avec Fighting Harada, qui est un peu bloqué avec cette situation face à Pumpkin Patch qui ne veut pas lui donner son rubber match. Et sûrement parce qu'il avait déjà du mal à faire les flyweight. Il avait déjà fait quelques combats dans la catégorie YouTube. Il décide de monter définitivement chez les bantamweight et il enchaîne sur un premier run pour arriver jusqu'au titre, assez impressionnant, qui sera déjà marqué par une première défaite dans cette catégorie, mais pas face à n'importe qui, face au top contender de l'époque, José Medel, dont on reparlera plus tard. Et José Medel qui était un très très gros client de l'époque. 6 rounds incroyables. Les deux se rendent dedans. C'est une véritable guerre. Et Harada, qui est peut-être pas encore tout à fait à l'aise dans cette catégorie, peut-être. Pas encore adapté au niveau de la KT, sûrement. Eh bien, il finit par se faire arrêter au 6e round. Mais cela ne l'empêche pas de repartir sur un deuxième run. Là aussi, très impressionnant, où il enchaîne les victoires, où il enchaîne quelques KO assez violents face aux gros contenders de l'époque qui lui permettent d'obtenir son title shot bantamweight et pas face à n'importe qui. Je vous en ai déjà parlé. Face à Eder Joffrey. Je vous en ai déjà parlé, donc je pense pas que je vais m'attarder très longtemps. Mais ce premier combat, un des plus grands combats de toute l'histoire de la boxe, le plus grand combat bantamweight de toute l'histoire, un combat dinguissime, à toi, à moi, avec quelques ajustements très techniques, très violents. Un classic fight, tout simplement, classic fight, qu'il finit par remporter sur le fil face à, je le rappelle quand même, le meilleur boxeur de l'époque, toutes catégories confondues. Voilà. Et c'est pas peu dire parce qu'on est quand même en 1965. Donc il le bat dans un combat mythique, le meilleur boxeur de cette époque-là. C'est vraiment pas rien. Et c'est ainsi qu'il enchaîne avec une des plus belles carrières bantamweight de l'histoire. Il commence où en fait il va avoir un peu le même règne que Eder Joffrey sur cette catégorie, un peu les mêmes noms. Sauf que là où Eder Joffrey dominait ces mecs d'une main de maître et souvent les mettait KO, et bien là, avec Harada, c'est pas des dominations. Alors on peut dire que ouais, il est
pas aussi bon, mais quelque part c'est tout aussi marquant, parce que ce sont des guerres. Toutes ces défenses, ce sont des guerres. Face à Alan Rudkin, c'est une guerre. Face à Edern, la revanche face à Eder Joffre, c'est une guerre. Il obtient une revanche face à José Medel, et c'est une guerre qui cette fois il remporte. Face à Bernardo Caraballo, ancien champion, c'est une guerre et il remporte le combat. Et c'est tout simplement un des plus beaux règnes de l'histoire de la catégorie. Et en plus de ça, entre ces combats-là, il y avait des combats sans titre en jeu, souvent dans les catégories supérieures, mais où il a affronté quelques-uns des autres gros contenders de l'époque, de la catégorie, dans celle du dessus. Je notifierai surtout Katsuo Saito et Hajime Tarula. Et voilà, qui étaient de très très bons boxeurs japonais de l'époque qui battent très clairement. Et donc là, ce règne où il règne quelque part d'une main de maître sur les bantamweight pendant presque 3 ans, jusqu'à tomber sur Lionel Rose, qui, sans être un des plus grands de l'histoire, reste un grand bantamweight de l'époque. Et là encore, on a un classic fight. Un combat, je sais même pas comment le décrire. Une nouvelle fois, enfin un combat à la Fighting Harada, à toi, à moi, pendant 15 rounds. Je suis sur ta gueule, je t'envoie des jabs et des crochets. Mais Lionel Rose, qui est un grand boxeur, qui est un très grand technicien, cette fois a la réponse, a une certaine réponse pour Harada. Il finit par remporter ce combat par décision unanime. Et là encore, j'ai un gros regret par rapport à Harada. C'est que il n'y a jamais eu de revanche à ce combat-là, du moins chez les bantamweight. Enfin, d'autant plus chez les bantamweight, ce qui aurait pu donner là aussi une grande trilogie dans cette catégorie. Mais voilà, c'en est fini pour la période bantamweight de Fighting Harada. Et on entame ainsi son dernier chapitre de carrière qui, cette fois, aura lieu chez les featherweight. Il monte une nouvelle fois de catégorie. Et il enchaîne 5 combats sans titre en jeu. 4 victoires, une défaite par décision partagée face à Alton Colter, qui était un très très bon de l'époque. Et donc, ces combats lui permettent d'à nouveau avoir son title shot, cette fois-ci en featherweight, face à Johnny, face au franco-australien, voilà, né en France, alors, pardon pour la prononciation de son nom, Johnny Famchon. Je ne sais pas exactement comment on prononce, désolé. Voilà, et face à Johnny Famchon, qui est le champion featherweight, qu'il est depuis déjà donc il vient de prendre le titre en début d'année. Grand boxeur défensif, une nouvelle fois. Très dominant sur la scène australienne et au niveau du Commonwealth. Donc très très bon champion. Et combat. Alors je ne sais pas si le premier combat, parce que je spoil, va y avoir une revanche. Je ne sais pas si le premier combat est disponible sur YouTube, mais visiblement gros combat et décision des plus contestables, car c'était une décision de l'arbitre en faveur de Famchon, enfin bref, décision très 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 contestable et contestée. Pour beaucoup de médias de l'époque, c'était un véritable vol. Après, une nouvelle fois, un classic fight. Je sais, j'ai pas. Alors, faudra peut-être que je refasse des recherches plus poussées, mais de ce que j'ai pu lire, il y a eu des rounds absolument dantesques, de nombreux voyages au tapis.
Donc apparemment, c'est vraiment un très très gros, ça a vraiment été un très très gros combat que Harada a l'expérience quelque part, a dominé, mais ben, une grosse décision maison en faveur de l'Australien. Mais ben, cette fois-ci, cette décision ne pouvait pas ne pas être accompagnée d'une revanche qui cette fois-ci aura lieu au Japon pour une nouvelle fois, qui cette fois je suis sûr qu'on peut le trouver sur YouTube, l'ultime combat de Fighting Harada et une nouvelle fois, mais un combat magistral. Et cette fois-ci, ben, Famchon a fait les ajustements, a compris la boxe de Harada. Et cette fois, l'a bien mieux dominé, bien mieux contrôlé. Et finit par l'arrêter d'un TKO, d'une violence extrême, même d'un KO net, même pas un TKO, un KO net, d'une violence assez extrême au 14e round. Ce qui vient clôturer la carrière de Fighting Harada. Et quelle carrière! Et en conclusion, je dirais que beaucoup estiment que Fighting Harada est le premier, est le plus grand boxeur japonais de tous les temps. Et je suis à 100% d'accord avec cette analyse pour des raisons très simples et des raisons extrêmement simples. Il aurait dû être le premier champion dans 3 catégories japonais. Il aurait dû l'être. Il a des combats mythiques, notamment face à Eder Joffre, qui était, je le rappelle encore et encore, mais le meilleur boxeur de la planète à ce moment-là, toutes catégories confondues. Et il vient le battre et il fait un des plus grands combats de l'histoire. Il se fait voler son rematch contre Pumpkin Patch, qui aurait pu donner à une grande saga Fighting Harada chez Flyweight. C'est des combats mythiques, c'est une carrière dinguissime. C'est un des plus grands bantamweight de tous les temps. Et tous ces éléments font que, pour moi, Fighting Harada reste encore aujourd'hui, même s'il y a de nouveaux clients qui commencent à pousser, mais il reste encore à ce jour le plus grand boxeur japonais de tous les temps. Et ce sont sur ces mots que je conclurai cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut!